Environ 300 Américains meurent chaque jour d'empoisonnements liés à la drogue. Après des années de hausse des victimes, la nation en a assez. Les États-Unis sont désormais en guerre. Une guerre prévue pour durer un jour, envoyant un message clair à ses ennemis. Officiellement, c'est une mission anti-drogue. Officiellement, c'est une mission anti-drogue. Officieusement, c'est la première attaque d'une guerre d'un jour contre les cartels et leur régime protecteur. La raison est inquiétante. Le fentanyl était la première cause de mortalité chez les Américains de 18 à 45 ans. Plus mortel que les accidents de voiture, presque aussi létal que le Covid à son pic. Plus dévastateur que tout groupe terroriste étranger depuis 20 ans. Les administrateurs de la Drug Enforcement Administration parlent sans détour au Congrès. Les analyses en laboratoire montrent désormais que 6 comprimés de fentanyl saisis sur 10 contiennent une dose mortelle. Les cartels produisant et transportant ces drogues vers les États-Unis sont devenus plus audacieux au fil des décennies. Washington a cessé de demander gentiment. La force Southern Spear, menée par l'United States Ship Gerald R. Ford, se dirige vers le sud. Une étape bien plus significative qu'un simple déploiement débute. L'ouverture d'un plan opérationnel élargi. Une action coordonnée et massive sur 3 fronts. Opération éclair des forces de l'ordre, pression financière et renseignements militaires. Tout vise à frapper les cartels partout, simultanément. Il est 5 heures du matin. Dans 23 villes américaines, des agents de la Drug Enforcement Administration, Special Weapons and Tactiques locaux, FBI et sécurité intérieure posent des explosifs sur les portes sans prévenir. Ils surgissent après l'explosion. À Chicago, une cache du Sinaloa permet la saisie de 200 kg de fentanyl. À Phoenix, des agents saisissent des millions du cartel caché dans des cloisons sèches. À New York, Boston et Los Angeles, de l'argent du cartel. Les coursiers se retrouvent face contre terre sur le trottoir, les mains attachées avec des colliers de serrage, regardant des années de prison se matérialiser devant leurs yeux. C'est la première phase de l'opération Overdrive qui se déroule en temps réel. La Drug Enforcement Administration a lancé en 2022 une initiative visant les villes américaines les plus violentes et affectées par les overdoses, en exploitant les données nationales et les dossiers centres pour le contrôle et la prévention des maladies, pour repérer les zones à forte violence des cartels. La Drug Enforcement Administration a mené pendant 1 an l'opération Dernier Kilomètre. Entre mai 2022 et mai 2023, plus de 1400 enquêtes ont conduit à 3300 arrestations. Ils ont saisi 44 millions de comprimés et 2900 kilos de poudre de fentanyl, 8500 armes à feu et plus de 100 millions en espèces. C'est-à-dire près de 193 millions de doses mortelles de fentanyl retirées des rues américaines. C'est différent des saisies de drogue habituelles vues au journal du soir. Plus de 1100 cas concernant des réseaux sociaux et des plateformes chiffrées comme Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram et Signal. La Drug Enforcement Administration a dû cartographier des réseaux entiers, en suivant les traces numériques à travers les continents. Engager des poursuites visant au-delà des dealers de rue impliquait de démanteler des réseaux de distribution du Mexique à Minneapolis. En août 2025, le rythme s'est accéléré avec une semaine d'opération contre le cartel de Sinaloa, où la Drug Enforcement Administration a mené des frappes coordonnées, aboutissant à plus de 600 arrestations. Ce n'est que la première étape de la stratégie à 3 volets du gouvernement contre les cartels. Le second front est l'étranglement financier. Une pression qui est devenue décisive au moment où les cartels ont cessé de cacher leurs profits en liquide. Aujourd'hui, les cartels sont sophistiqués. Des sociétés écrans au Wyoming, des portefeuilles crypto, des paiements transitant par 16 pays, des biens immobiliers enviés des gestionnaires de fonds spéculatifs. Mais le bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor, ou Office of Foreign Assets Control, devient tout aussi sophistiqué. L'Office of Foreign Assets Control a sanctionné plus de 600 personnes et entreprises liées au cartel de Sinaloa au fil des ans. Lorsque vous êtes sanctionné, chaque dollar que vous touchez devient radioactif. Les banques ne traiteront pas vos transactions, et les entreprises légitimes refuseront de travailler avec vous. Vos avoirs sont gelés mondialement, pas seulement aux États-Unis. C'est comme être coupé du réseau financier alors que tout fonctionne ailleurs. Les frappes récentes prouvent l'efficacité de cette stratégie. En avril 2025, le Trésor a désigné 6 personnes et 7 entités d'un réseau de blanchiment soutenant le cartel de Sinaloa. Alberto David Banga Jiménez dirige un réseau de blanchiment d'argent ayant déplacé plus de 50 millions à ce jour. Enrique Don Esparagoza Rosas a blanchi au moins 165 millions pour le cartel de Sinaloa en avril 2023. Ils ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Mais le Trésor ne cible pas seulement les ressortissants mexicains. En juillet 2024, l'Office of Foreign Assets Control a sanctionné des membres en Chine pour blanchiment d'argent lié au cartel de Sinaloa.
C'était important car cela au moins a reconnu officiellement que les organisations chinoises de blanchiment d'argent, CMLOS, sont parmi les principaux blanchisseurs professionnels aux États-Unis et dans le monde. Le Trésor bénéficie d'un grand pouvoir sur le système bancaire correspondant, principal canal de circulation de l'argent international. Pour transférer de l'argent de la drogue de Caliacon à Shanghai puis à Los Angeles, il faut passer par des banques capables de traiter des dollars, et toutes les grandes banques veulent accéder au système financier américain. Votre argent sale. Message du Trésor. Aider les cartels, c'est perdre l'accès aux dollars. La majorité des banques privilégieront les dollars. La crypto-monnaie paraissait une échappatoire jusqu'à ce que des sociétés comme Chain Analysis la transforment en outil de traçage. Les transactions Bitcoin sont permanentes, publiques et traçables. Donc, alors que les cartels pensaient avoir trouvé l'anonymat, ils se sont en réalité retrouvés sur un registre que la Drug Enforcement Administration peut assigner à comparaître. Mais si cela se produit juste à la frontière des États-Unis, sur leur territoire et au Mexique, pourquoi la focalisation soudaine sur les opérations militaires et de renseignement dans les Caraïbes et près de la côte sud-américaine? C'est là qu'intervient le troisième volet de la stratégie américaine, faisant en sorte que l'application de la loi se confonde avec quelque chose qui ressemble étrangement à une guerre. Et c'est intentionnel. Des satellites surveillent en continu les laboratoires des cartels, comme le Pentagone surveille les bases terroristes au Yémen. Des drones suivent les convois qui se dirigent vers le nord, vers la frontière, ou les cargaisons qui partent en mer. Les services de renseignement d'origine électromagnétique interceptent des appels téléphoniques, des messages textes et des communications radio dans les deux hémisphères. La National Security Agency traite les communications des cartels comme si elles étaient celles d'Al-Qaïda préparant le prochain attentat du 11 septembre. Statistiquement, les cartels causent bien plus de dégâts au peuple américain. L'allocation des ressources pour surveiller les menaces est là stupéfiante, mais pas surprenante. En janvier 2023, les représentants Dan Crenshaw et Mike Waltz ont présenté une résolution d'autorisation d'usage de la force militaire, ou autorisation d'usage de la force militaire pour permettre au président d'utiliser la force militaire contre les cartels. L'autorisation d'usage de la force militaire ciblait le cartel de Sinaloa et celui de la nouvelle génération de Jalisco, autorisant le président à employer toute la force jugée nécessaire. Dan Crenshaw a dit « Nous devons les traiter comme Daesh, car c'est ce qu'ils sont. » Oui, cela a fait polémique. Le président mexicain López Obrador a accusé Dan Crenshaw de bellicisme, mais cela montrait clairement l'orientation de la politique américaine. Michael Waltz a expliqué que la résolution était nécessaire, car les cartels dépassaient les forces de l'ordre et formaient une branche paramilitaire. Ils sont armés de véhicules blindés, d'armes lourdes et disposent de milliards de dollars. Et ce ne sont pas que des paroles en l'air. Depuis début septembre, l'opération Southern Spear a effectué plus de 20 frappes aériennes et navales contre des navires, d'après Washington. Des bateaux de trafiquants de drogue dans les Caraïbes et l'Est du Pacifique ont-ils tué plus de 80 présumés trafiquants. Le Pentagone indique que de nombreuses cibles sont liées à des groupes vénézuéliens, comme Tren de Aragua, et à des guérilleros colombiens transportant de la cocaïne par mer. En 2024, les responsables américains et alliés estimaient que 350 à 500 tonnes de cocaïne quittaient le Venezuela chaque année. Beaucoup passaient par les routes caribéennes vers l'Amérique du Nord et l'Europe. Le groupe aéronaval du porte-avions Ford a rejoint la flotte de navires amphibies, croiseurs, destroyers, F-35 et avions de patrouille. Pour donner une idée de l'ampleur, cela représente près d'un cinquième de tous les navires de guerre de la marine américaine actuellement déployés dans le monde. En même temps, le département d'État qualifie cartel de la solace d'organisations terroristes étrangères, après avoir déjà attribué la même étiquette à Tren de Aragua. La guerre d'un jour ne concerne plus seulement les cartels mexicains et la frontière sud-ouest. Elle cible les cartels transnationaux, s'étendant des jungles de Colombie à travers les réseaux étatiques corrompus du Venezuela, à travers les Caraïbes et jusque dans les ports et les villes des États-Unis. Et c'est terrifiant. Les cartels modernes, semblent chaotiques de l'extérieur, mais à l'intérieur, ils sont étonnamment structurés. Au Mexique, un chef de plaza, ou Jesse de plaza, gère chaque territoire. Des lieutenants intermédiaires gèrent les équipes d'exécution, les chimistes, le transport et les gestionnaires d'argent sous ses ordres. Aux États-Unis, le réseau inclut responsables de distribution, opérateurs de planques et coordinateurs financiers, qui font passer l'argent via banques, sociétés écrans et crypto-monnaies. C'est exactement le même schéma que vous verrez avec les réseaux liés au Venezuela et à la Colombie. Un leadership peut être basé en prison à Tren, Aragua, ou avec des chefs locaux du Chili au Canada. Au Venezuela, cela pourrait signifier des protecteurs intégrés à l'État au sein même des forces de sécurité du pays et du cartel de Las Solas. Quand l'État frappe l'un de ses nœuds, le système vacille. Prenez la reprise en janvier 2023 d'Ovidio Guzmán López,
L'un des chefs du cartel de Sinaloa est fils d'El Chapo. Les forces mexicaines l'ont arrêté à Culiacán après une opération majeure avec hélicoptères et blindés, provoquant fusillades et barrages routiers. Tandis que le cartel tentait de le libérer, les communications du Sinaloa sont devenues chaotiques. Les convois se sont dispersés, des planques incendiées ou évacuées, et les chefs locaux ont paniqué. Les applications chiffrées compliquant l'accès aux messages pour les forces de l'ordre, sans supprimer le besoin de coordination. On voit toujours les mêmes téléphones, près des mêmes ports, les mêmes camions, sur les mêmes itinéraires, les mêmes officiers de service, lorsque certains navires quittent discrètement les ports vénézuéliens. Quand les États-Unis utilisent leur surveillance militaire, renseignements et avions sur ces schémas, les commandements cessent de se croire invisibles et se sentent exposés. Une guerre d'un jour pourrait éliminer plusieurs acteurs de niveau intermédiaire et supérieur en même temps, et c'est cela qui empêche les patrons de dormir la nuit. Si vous êtes un cartel. Dans l'environnement sécuritaire actuel, la géographie est à la fois une bénédiction et un piège. Il n'existe qu'un nombre limité de corridors viables, des points d'entrée terrestres spécifiques à la frontière américano-mexicaine, où la plupart du fentanyl est introduit en contrebande, dans des véhicules et sur des personnes. Il existe aussi des routes maritimes spécifiques reliant la Colombie et le Venezuela aux Caraïbes et à l'est du Pacifique. Là où la cocaïne et d'autres drogues voyagent en bateau rapide vers leur marché principal. Les États-Unis multiplient la surveillance aérienne, les patrouilles navales et les frappes de missiles, saturant ainsi la zone. Les cartels peuvent changer d'itinéraire, mais chaque détour allonge les trajets, augmente les coûts, le carburant, les pots de vin et les risques d'être repérés. Les coûts d'assurance et les primes de risque dans le milieu souterrain grimpent rapidement. Les petits acteurs sont exclus par les prix, tandis que les grands doivent répondre à des questions plus complexes de leurs investisseurs et alliés. Peux-tu faire passer la cargaison ? Les cartels ont déjà vu les gouvernements frapper. En 2008, le projet Reckoning de la Drug Enforcement Administration a visé le cartel du Golfe et ses alliés par des opérations coordonnées aux États-Unis, au Mexique et en Italie. Plus de 500 personnes ont été arrêtées, y compris des lieutenants importants, et les autorités ont saisi environ 16 tonnes de cocaïne et 601 millions en espèces. Une opération similaire, le projet Deliverance, a abouti à plus de 2200 arrestations et à la saisie de plus de 150 millions. Imaginez ce choc à l'échelle de plusieurs pays, avec un groupe aéronaval au large et des drones traquant vos bateaux la nuit, alors que raids, saisies et frappes aériennes surviennent en quelques heures. Personne dans l'organisation ne sait ce que le gouvernement sait réellement. Est-ce que ce banquier sous inculpation parle ? Un jeune comptable a-t-il changé de camp ? Un responsable corrompu du port a-t-il été écouté ? Ensuite, il est normal que les téléphones restent silencieux. Peut-être que votre coursier de confiance pourrait disparaître. Peut-être que les gens arrêtent de répondre aux appels venant du Venezuela ou de Sinaloa parce qu'ils ne savent pas qui pourrait écouter. Les commandants intermédiaires évaluent bientôt eux-mêmes les risques au lieu d'obéir aveuglément. Cette peur se diffuse vers le bas. Les transporteurs de rue à New York ou à Madrid, liés à des groupes dito vénézuéliens comme Tren de Aragua, pourraient se réveiller avec des gros titres parlant de navires de guerre au large de l'Amérique du Sud et de désignations terroristes imminentes. Ils remettent soudain en question leur loyauté envers une organisation autrefois vue comme une simple bande. Le recrutement en pâtit inévitablement lorsque la performance au travail semble soudainement devoir être documentée par un drone dans une salle de guerre stérile. L'action militaire de choc et d'effroi menée par l'Amérique contre les cartels est clairement conçue pour effrayer le niveau intermédiaire. Pas seulement les barons retranchés dans leur bunker, mais le fait de les désigner comme apportant un soutien matériel à un groupe terroriste, traqué comme Daesh, change complètement le calcul du rapport risque-récompense. 10 ans de prison aux États-Unis, où mourir dans l'explosion d'un bateau paraît bien moins tentant que de maintenir un dossier de conformité impeccable. Quand les facilitateurs intermédiaires sont arrêtés, les autres risquent de coopérer avec les procureurs. Cela fait partie de la stratégie. Chaque arrestation ou décès peut déclencher une chaîne de coopération. Un blanchisseur dénonce un courtier qui dénonce un colonel, puis un patron, etc. Les cartels observent aussi la politique, donc ils savent que beaucoup de tout ça n'est que du théâtre politique, ils le savent. Les administrateurs américains alternent souvent entre discours sur l'application de la loi et fanfaronnades sur la guerre contre le terrorisme sous l'administration actuelle. Une campagne coordonnée en une journée, avec de nombreuses arrestations, saisies et quelques frappes sur des navires, et bien relayées par les médias et réseaux sociaux. Cela prouve aux électeurs que Washington agit contre le fentanyl et la violence des cartels. Pour ces derniers, ce théâtre politique montre que toute retenue a disparu. Si une administration décide qu'il est politiquement rentable de tuer des trafiquants présumés en mer, à quel point serait-il difficile de justifier des actions secrètes sur terre, ou des opérations cybernétiques visant leurs finances ? Les chefs de cartel ignorent jusqu'où iront vraiment les États-Unis.
Cette incertitude reste un atout, même si les États-Unis ne frappent jamais un cartel au Venezuela ou en Colombie. La simple possibilité force trafiquants, banquiers et responsables locaux à réfléchir avant d'agir. Mais cela ne signifie pas que les États-Unis éviteront de nombreux pièges potentiels. Éliminer un chef de cartel semble vain. En Colombie, 2 autres surgissent aussitôt. La chute du cartel de Medellín dans les années 90 a permis l'essor du cartel de Cali. Enfin, des dizaines de groupes dissidents au Mexique ont assisté à la chute d'El Chapa Guzmán, censé marquer la victoire sur le cartel de Sinaloa. Au lieu de cela, les opérations se sont fragmentées et la violence a explosé. La recherche empirique montre que la stratégie du chef de cartel est souvent corrélée à des taux d'homicide plus élevés. L'hydre apparaît lorsqu'un second échelon se bat pour combler le vide. Des conflits territoriaux surgissent. Les lieutenants s'aventurent discrètement dans les couloirs pour des réunions improvisées, et de petits groupes plus indisciplinés et impitoyables apparaissent. Puis l'effet cafard entre en jeu. Les décideurs américains, forts de leur expérience du terrorisme au Moyen-Orient, devraient s'en méfier. En écrasant une organisation visible, de nombreuses petites organisations se dispersent. Un jour, un cartel a un chef de plaza. Le lendemain, il a 22 microcellules. Face à la pression, ils adoptent des cellules autonomes plus difficiles à repérer. Ils cryptent leurs communications, sabotent leur technologie et déplacent leurs activités dans un pays moins surveillé. L'arrivée de synthétiques ultra-mortels comme le fentanyl, dont une petite quantité cause de gros dégâts, réduit encore l'empreinte opérationnelle requise. Le mode opératoire rend l'essaim plus agile, rapide et difficile à localiser. C'est la partie la plus sombre de ce scénario de guerre éclair. Même après la chute de la direction du cartel par les États-Unis, la violence persiste et se déplace. Les arrestations passées de chefs de cartel ont déclenché des guerres urbaines, illustrant le risque d'intervention violente. Le président du Mexique a adopté une stratégie, des câlins, pas des balles, notamment en raison des conséquences négatives et des dommages collatéraux de ces interventions. Il y a aussi un véritable champ de mines en matière de souveraineté à gérer. Larguer des bombes, lancer des raids ou des frappes de missiles à l'intérieur d'un autre pays sans consentement, c'est compliqué. C'est un terrain juridique délicat. La constitution mexicaine interdit les opérations militaires étrangères sans autorisation. Mais les anciennes interventions américaines en Amérique latine pèsent encore sur leur bilan diplomatique. Si Washington utilise ouvertement la force militaire contre les cartels dans des États alliés comme le Mexique, le Venezuela ou la Colombie, cela crée un précédent. Qu'est-ce qui empêcherait la Russie, la Chine ou d'autres puissances d'agir ainsi dans les Caraïbes, en Afrique ou dans notre hémisphère ? La souveraineté sert de prétexte aux États hôtes pour freiner la coopération, expulser des agents ou protéger des membres de cartels par fierté nationale. Tout cela pourrait aboutir à un scénario cauchemardesque. Les États-Unis frappent les cartels, et les conséquences touchent le Mexique, le Venezuela et la Colombie. Au contraire, ces pays peinent déjà à contrôler des zones où les cartels agissent comme des gouvernements locaux. Ajoutez des missiles américains, ou des arrestations massives, et c'est le chaos. Rapidement, la police locale est totalement dépassée. Les cartels ripostent en attaquant des cibles gouvernementales, et les fonctionnaires corrompus paniquent et commencent à accepter des pots de vin, encore plus importants. Des communautés entières pourraient soudain devenir réfugiées pour échapper aux futurs affrontements civils. Au pire, vous fragilisez un pays jusqu'à la rupture. Un Mexique ou un Venezuela déstabilisé pose un problème plus grave aux États-Unis que les cartels. Une économie en ruine, une migration de masse et une crise à la frontière, multipliées par 10. De nombreux responsables américains rappellent discrètement à leurs collègues l'analogie du magasin de poterie en politique étrangère. En termes simples, si vous le cassez, vous l'achetez. La police débordée, les cartels attaquent dans le gouvernement, les responsables corrompus paniquent et acceptent plus de pots de vin, tandis que des communautés fuirent les combats. Les chercheurs qui étudient ce sujet sont francs quant aux perspectives. Éliminer les chefs de cartel. À la télévision, c'est impressionnant. Mais l'impact reste faible sur le long terme. La drogue circule toujours car l'argent attire trop. Éliminer un baron de la drogue, un autre le remplace, parfois plus rusé ou cruel. Si les Américains achètent toujours autant de drogue, les cartels continueront de les fournir. Vous ne pouvez pas gagner une guerre en un jour contre un marché noir d'1 trillion de dollars. Si les États-Unis déclenchent une guerre d'un jour, cela ébranlera toute la communauté internationale. Des raids, saisies et sanctions élimineront de nombreux dirigeants. Les flux d'argent seront anéantis et des réseaux transnationaux ébranlés. Mais l'histoire est assez claire quant aux perspectives à long terme. Les cartels survivent aux décapitations car la demande américaine, les milliards de profits, la faiblesse de la gouvernance et la corruption de part et d'autre de la frontière ne disparaissent pas du jour au lendemain.
Washington fait un pari. Cette pression incessante et croissante pourrait enfin changer la donne. Cela rendra le trafic plus risqué, la violence plus coûteuse et le recrutement moins attractif. Cela pourrait fonctionner. Cela pourrait disperser le problème, causer un retour de bâton ou déplacer le trafic vers des zones plus obscures. Allez maintenant regarder les moments où les cartels se sont attaqués aux mauvaises personnes, ou cliquez plutôt sur cette vidéo.